Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue pour ce 33e numéro du magazine de la FDV. Ce mois-ci, au programme, un terme juridique, ouzus, est bien sûr l'un des grands arrêts de la jurisprudence administrative. Pour commenter l'actualité, nous recevrons Aïfer Yüksel et Valérie Martel, qui évoqueront avec nous les points marquants de la Gazette de ce mois. Et en fin de magazine, nous découvrirons une revue électronique, Actu Assurance. Allez, tout de suite, le terme juridique du mois, ouzus. Ouzus. Usage. Terme désignant l'un des démembrements de la propriété, prérogative conférant le droit de détenir et d'utiliser une chose. Et voici les titres de la Gazette du numéro de ce mois, dont vous pouvez retrouver l'intégralité sur le site de la Faculté de droit virtuel à la rubrique Gazette. Alors, actualité jurisprudentielle ce mois-ci. La Cour de justice de l'Union européenne fait de la bioéthique et de l'ontologie malgré elle. C'est une décision du 18 octobre 2011, Oliver Brussel contre Greenpeace. Dans cette décision, la Cour de l'Union définit l'embryon humain et impose une définition fondamentale que le législateur européen avait laissé en suspens dans le cadre de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Alors ainsi, constitue un embryon humain, et je cite, « tout ovule humain dès le stade de la fécondation, tout ovule humain non fécondé dans lequel le noyau d'une cellule humaine mature a été implanté, et tout ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogénèse, a été induit à se diviser et à se développer. » Alors, cette actualité a donné lieu à un dessin de la part de Jacques Seller, où on voit un embryon qui se pose la question, alors, c'est itéologique ou téléologique? A priori, le raisonnement prétorien serait plutôt téléologique, mais on peut effectivement se poser la question. Deuxième actualité illustrée, assurance. Le questionnaire médical doit être compréhensible. C'est un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 15 septembre 2011. L'adhérent diabétique n'a pas fait de fausse déclaration, intentionnelle ou non, en répondant par la négative à un questionnaire médical ordonné autour d'une liste non exhaustive de maladies et dont une des questions, en l'occurrence la question litigieuse, maladie endocrinienne et ou métabolique, qu'est notamment le diabète, n'était ni claire ni précise pour une personne n'appartenant pas au corps médical. Aucune sanction, y compris la réduction proportionnelle de prime, ne pouvait dès lors être prononcée. Alors, elle a donné lieu à une illustration de la part du professeur Hervé Croze, où l'on voit un médecin qui pose la célèbre question à son patient, est-ce que ça vous gratouille ou est-ce que ça vous chatouille? Voici pour les actualités illustrées. Je vous propose de retrouver maintenant Gérald Delame, entouré de nos deux experts, pour décrypter le reste de l'actualité. Voilà, merci Céline, Aïfer Yüksel, Valérie Martel, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence. Alors vous êtes toutes deux auteurs pour la Gazette de la FDV. Gazette qui revient, on peut peut-être commencer par ça ce mois-ci, sur la QPC relative à la garde à vue. On en a déjà parlé plusieurs fois et d'ailleurs je vous propose tout de suite un rapide retour sur image avec cette QPC, puisque c'est Aymeric Molin qui a été l'un des avocats à se rendre devant le Conseil constitutionnel. Aymeric Molin, avocat lyonnais et enseignant à la faculté de droit de Lyon. Donc je vous propose tout de suite de revenir et ensuite de débattre de cette nouvelle QPC. Demander à un avocat d'assister effectivement une personne sans qu'il ait accès aux pièces de la procédure qui la concerne, c'est demander à un chirurgien de pratiquer une intervention chirurgicale sans les radios. Nous sommes comme ce chirurgien. Sans dossier, nous ne pouvons pas opérer. Nous ne pouvons pas assister effectivement la personne. Parce que la loi du 14 avril 2011 limite l'accès aux pièces de la procédure au procès verbal de placement en garde à vue et de notification des droits. C'est important. Mais on ne sait pas comment la personne a été interpellée, quelle est la déposition du plaignant, les pièces du dossier, les surveillances, les écoutes téléphoniques, tous ces éléments qui constituent le dossier pénal et qui permettent finalement de le connaître. Et pour assister effectivement une personne, il faut bien évidemment avoir accès au dossier qui la concerne. Alors, c'est évidemment l'héritage de notre tradition. L'avocat, moins il en sait, mieux ça vaut. Et le plus tard sera le mieux. Mais ça, c'est une idée d'un autre âge, d'un autre temps, d'un autre siècle. Voilà.
Voilà, donc cette QPC finalement, encore une fois, le Conseil constitutionnel ne donne pas suite finalement à la question qui lui a été transmise. Les requêtes étaient relativement nombreuses, là encore, de la part des avocats en particulier. Et finalement, une nouvelle fois, le Conseil constitutionnel juge les dispositions conformes à la Constitution. Alors finalement, est-ce que le Conseil constitutionnel a tendance à se brider? Beaucoup de QPC, assez peu d'effets. Alors bonjour, tout d'abord, merci de m'avoir invité sur le plateau. Donc c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait eu de nombreuses questions prioritaires de constitutionnalité jusqu'à présent, et aucune n'en donnait lieu jusqu'à présent à des abrogations de texte. Donc là, on peut se poser une question, puisque sur le principe, la question prioritaire de constitutionnalité va dans le sens d'un renforcement du rôle de gardien de la Constitution et aussi des droits et libertés. En tous les cas, c'est pour ça qu'elle a été faite. Et là, par contre, où je m'interroge, c'est est-ce que sur réellement la nature du contrôle effectué par le Conseil constitutionnel, cette question prioritaire de constitutionnalité joue-t-elle son rôle? Est-ce que le Conseil constitutionnel n'est pas en train un peu de perdre son rôle de gardien des libertés? Là où, ce qui me fait dire ça, c'est en tous les cas les termes employés par le Conseil, puisqu'à son considérant 29, il parlait d'une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Alors, des termes qui, comme ça, peuvent paraître anodins. En même temps, jusqu'à présent, quand on parlait de liberté, le Conseil s'évertuait, en tous les cas, à regarder que les atteintes portées aux libertés étaient assorties de suffisamment de garanties. Et là, on se rend compte un petit peu d'un basculement, puisque là, il va dire, en fait, que les atteintes n'entraînent pas un déséquilibre. Donc, en gros, les atteintes ne sont pas véritablement importantes. Alors qu'avant, on regardait, les atteintes sont importantes, est-ce qu'il y a des garanties? Là, je pense qu'il y a une différence, du coup, qui s'opère sur le contrôle qu'exerce le Conseil et qui me fait un petit peu douter, en tous les cas, de réellement son rôle de gardien dans le cadre des questions prioritaires de constitutionnalité. Alors, en plus, dans le cadre de la procédure même de QPC, il n'a pas ce qui existe dans le contrôle constitutionnalité habituel, de la possibilité d'utiliser des réserves d'interprétation. Alors, je pense que c'est aussi pour ça qu'il a un petit peu pris entre deux feux. Et je pense qu'il souffre peut-être d'un problème de légitimité de ce côté-là, puisque quand il exerçait un contrôle a priori, c'est vrai qu'il avait ses possibilités de réserve, ce qui faisait que du coup, c'était un petit peu le sage qui allait donner ses bonnes des directions à suivre. Là, il ne s'agit plus de diriger, mais de juger véritablement. Et c'est peut-être un rôle qu'il a moins l'habitude de faire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque c'est quand même lui qui est censé être le seul juge de la conformité à la Constitution. Je pense à un rôle, en tous les cas, qui met du temps à prendre réellement, en tous les cas, à s'habituer à ce rôle-là. Là, je pense qu'il y a encore un travail à faire. Enfin, je pense qu'il n'est pas encore arrivé à faire. D'accord. Très bien, merci. Alors, autre point qui nous paraissait peut-être important, c'est l'arrêt du 21 septembre 2011 de la 3e chambre civile de la Cour de cassation qui finalement confirme une sanction à l'absence de cause, c'est la nullité relative. Alors, cette décision finalement statue sur la sanction du défaut de cause, alors, a priori, c'est-à-dire celle d'une obligation dépourvue de toute justification. Elle s'inscrit, je crois, dans des débats doctrinaux justement sur le défaut de cause. Alors, est-ce que la sanction du défaut de cause, qu'est-ce qu'on peut en dire justement à ce sujet-là? Alors, c'est un arrêt en premier lieu qui invite à s'interroger sur le type de nullité relative ou nullité absolue. Mais en pratique, est-ce que cette distinction est nécessaire au vu de la réforme de la prescription avec la loi du 17 juin 2008 on constate que finalement, toutes ces hésitations sur la nature de la nullité ne présentent pas d'intérêt par rapport à cette prescription. Cependant, en matière doctrinale, il y a toujours de nombreux débats sur la distinction entre les deux régimes. En fait. En effet, enfin, on le voit bien là, c'est-à-dire que la question qui se posait, c'était de savoir finalement si on pouvait remettre en cause un bail pour une question liée au prix, un prix dérisoire du bail.
la solution que donne la Cour de cassation peut donner lieu à de nombreuses interprétations, de nombreux débats, parce que la doctrine a beaucoup écrit. La remise en cause de la prescription par la loi de 2008, la réforme de l'idée même de cause, hein, avec le projet Catala, etc. Ça crée beaucoup de débats. Mais finalement, en pratique, quel est l'intérêt pour le justiciable ici de cette décision? Est-ce que ça lui change vraiment quelque chose, finalement, lui, en pratique? Absolument pas. S'interroger sur la nullité absolue ou relative, pour lui, je pense que la victime, tout ce qu'elle souhaitait, c'est de sanctionner, en fait. Le but, c'était de sanctionner le défaut de cause, puisque le prix était dérisoire. Oui. On s'interrogeait aussi sur l'inexistence d'un prix. Donc, cette distinction ne présente absolument pas d'intérêt. Est-ce qu'on peut penser que la Cour de cassation aurait l'idée ici de prendre position dans un débat doctrinal plus que finalement dans une affaire donnée et sur une question matérielle? Je pense que cette décision, elle ne va pas du tout influer sur les débats doctrinaux. Peut-être que ça va... Mais je ne pense pas que ça va influer sur toute cette interrogation sur le type de nullité. Voilà, en tout cas, bon, à suivre, hein, et à nouveau, voilà, des types de jurisprudence, je crois, avec interaction, doctrine, corps professoral et universitaire, et débat au sein des cours elles-mêmes. Par contre, pour rajouter quelque chose là-dessus, en droit public, par contre, tout ce qui est nullité relative et absolue a encore son importance malgré tout, non pas par rapport aux conséquences que le juge va tirer par rapport à un acte, puisque c'est pas ce qui est... Mais c'est au niveau de la recevabilité, puisqu'au niveau des fins de non-recevoir soulevées dans le cadre d'une requête, lorsqu'il y a une nullité relative, elle va pouvoir être régularisée au cours de l'instance ou avant le jugement, suivant le type. Soit la nullité est absolue, et dans ces cas-là, non régularisable, et on peut tout de suite... prendre une ordonnance. Donc en fait, en public, il y a encore cette distinction relative absolue qui a une importance, mais on ne se situe pas du tout sur le même tableau là que je vois de la prescription, etc. Très bien. Alors justement, droit public, peut-être un dernier point de cette gazette. Hein. Le droit public est très présent. À l'honneur. Voilà, tout à fait. Une décision de tribunal administratif cette fois, c'est un peu moins courant, mais qui revient sur une question qui était très médiatique, là peut-être été un peu moins ces dernières années, mais qui revient peut-être sur le devant de la scène, hein, d'une question sur le port du foulard. Ici, il s'agit d'une question de laïcité dans des écoles et une nouvelle approche et un nouveau champ peut-être pour la laïcité dans le cadre de l'enseignement. Alors, le jugement du TA en question, alors, il faut voir que souvent, quand même, les avancées jurisprudentielles viennent quand même des juges du fond qui poussent, et à force, ils eux-mêmes attendent que l'affaire aille au Conseil d'État pour pouvoir faire évoluer la jurisprudence. Donc là, je pense que c'est une tentative du TA. Ce qui me frappe dans ce jugement, c'est que... à savoir un petit peu rechercher les fondements qu'on conduit le TA à arriver à cette décision, puisqu'en fait, jusqu'à présent, quand on parlait du principe de neutralité, pour les agents publics, c'était ça se traduisait dans le fait de ne pas pouvoir montrer son opinion, enfin que son opinion religieuse, il avait le droit de l'avoir, mais il ne devait pas la montrer à l'extérieur, hein, et dans le cadre de son service. Pour les usagers, cette neutralité voulait dire « nous ne faisons pas de différence, l'administration ne fait pas de différence par rapport aux usagers, suivant leur race, leur croyance, peu importe ». Du coup, ce qui change ici, c'est qu'on voit qu'au départ, une personne qui est usagée, un parent d'élève, va devenir en fait assimilé à un agent public, puisqu'on va lui renvoyer, on va lui opposer une obligation normalement applicable à un agent public. Alors, ce qui justifie quand même un petit peu cette décision, ça peut être deux choses. Soit on va dire un aspect doctrinal, et là on va se rapporter un peu à la théorie de l'apparence, qui est quand même assez... le juge administratif fait souvent référence. Donc la théorie de l'apparence veut que la personne qui rend service au sein d'un service public se voit en fait assimilée par l'extérieur, hein,
aux personnes publiques. Et dans ces cas-là, on doit avoir une certaine neutralité, donc ne pas exprimer son opinion religieuse, politique, etc. C'est le premier fondement qui me paraîtrait le moins critiquable, puisque l'autre fondement qui peut être aussi apporté à ça, c'est de voir, on accorde des droits à ces agents, puisqu'en fait, là, ces parents d'élèves peuvent être assimilés à des collaborateurs bénévoles du service public, collaborateurs bénévoles qui se sont vus reconnaître, par exemple, une responsabilité sans faute. Donc c'était commune de Saint-Priest-la-Plaine en 1946, pour se voir indemnisés en cas d'accident, etc. Donc on leur accordait en quelque sorte des droits qui étaient accordés aux agents publics. Est-ce qu'on ne cherche pas maintenant à leur transmettre aussi les devoirs des agents publics? Et là, ça me fait un petit peu peur par contre, puisque dans ces cas-là, on sera obligé d'aller sur le droit, enfin l'obéissance, enfin le devoir de réserve, l'obéissance. Et là, je suis un peu plus perplexe. Je ne sais pas si c'est sur ce chemin-là qu'a voulu aller le TA. On verra voir la suite. Merci beaucoup. Alors, merci pour vos interventions à toutes les deux. Et puis, je vous propose de retrouver tout de suite le grand arrêt du mois avec Gérald. Souvenez-vous, comme suite à une intervention chirurgicale, la vie des époux V a été chamboulée. Alors âgée de 33 ans, Madame V est épanouie dans sa vie professionnelle. Elle est maître auxiliaire dans un collège d'enseignement secondaire. Mais surtout, c'est une femme comblée dans sa vie personnelle. Épouse de Monsieur V, un mari aimant, elle est mère de 2 enfants et attend une nouvelle fois un heureux événement. Toutefois, quelques jours avant le terme de sa grossesse, le 9 mai 1979, Madame V est admise à l'hôpital du Belvédère à Mont-Saint-Aignan, en Seine-Maritime. Très vite, une échographie révèle une localisation anormale du placenta. Il est alors décidé de pratiquer une césarienne. Le médecin anesthésiste administre à Madame V une dose excessive d'un médicament à effet hypotenseur. Une demi-heure plus tard, la jeune femme voit sa tension artérielle chuter. Elle sent son cœur battre rapidement et est empreinte de nausées. Malgré tout cela, l'anesthésiste lui pratique une péridurale et lui administre un produit anesthésique à effet hypotenseur. Les effets se font sentir rapidement, puisqu'à 11h10, Madame V fait une seconde chute de tension. Au milieu de ce chaos, l'obstétricien arrive tout de même à mettre au monde l'enfant. Mais les médecins observent un saignement. Et à 11h25, Madame V fait une troisième chute de tension. À 12h30, la patiente reçoit une perfusion de plasma insuffisamment réchauffé qui lui provoque une terrible douleur et l'arrêt cardiaque de Madame V. Celle-ci est réanimée sur place, puis est conduite par le SAMU au centre hospitalier régional de Rouen, où elle sera soignée. Elle sortira de l'hôpital le 4 juillet 1979, soit un peu moins d'1 mois après son admission à l'hôpital du Belvédère. Les jours passent, les mois s'écoulent, les années s'enchaînent et Madame V continue de souffrir de troubles neurologiques et physiques. Avec son mari, elle souhaite obtenir réparation. Ils saisissent donc le tribunal administratif de Rouen afin d'être indemnisés à hauteur de 4 437 600 francs, soit un peu plus de 676 507 €, mais le tribunal rejette leur demande. L'affaire est donc portée devant le Conseil d'État, qui, par un arrêt en date du 10 avril 1992, retient que les erreurs ainsi commises, qui ont été, selon les rapports d'expertise, la cause de l'accident survenu à Madame V, constituent une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'hôpital, puis se prononce sur l'évaluation du préjudice de Madame V. Ce faisant, le Conseil d'État s'est fondé sur l'existence d'une faute simple pour engager la responsabilité de l'hôpital public et marque ainsi le recul de la faute lourde. Intéressant, non ?
Je vais maintenant rejoindre Céline et notre invitée pour la dernière séquence de notre magazine. Et oui, nous recevons aujourd'hui Sabine Abravanel-Joly, maître de conférence de droit privé, HDR à l'Université Jean Moulin Lyon 3 et directrice adjointe de l'Institut des assurances de Lyon. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter votre revue Actu Assurance? Alors, actuassurance.com, c'est une revue numérique qui est exclusivement dédiée au droit des assurances et à la responsabilité civile. Elle se compose de plusieurs rubriques assez classiques, finalement, comme pour toute revue. Alors, c'est une revue numérique, mais j'insiste sur le fait que c'est une véritable revue maintenant, parce qu'elle comporte un nombre d'auteurs universitaires et praticiens aussi important que pour une revue papier. Et puis, traditionnellement, on l'a composée d'une rubrique jurisprudentielle, une rubrique de chronique, études, analyses, et puis d'une veille législative. On estime aujourd'hui qu'on est une véritable revue. D'ailleurs, elle est répertoriée par le catalogue SUDOC et puis en cours d'examen par l'ARS pour être référencée parmi les revues juridiques. D'accord. Et puis les lecteurs de la Gazette de la faculté de droit la connaissent bien puisque chaque mois nous retrouvons l'un de vos articles. Alors, vos articles justement, vous-même et les autres auteurs d'Actu Assurance se publient régulièrement dans des revues classiques, des revues papier. Alors, pourquoi avoir voulu fonder une revue numérique? Est-ce que, finalement, l'avenir de la doctrine se situe dans la publication sur Internet? Alors, en fait, Axel Astegiano et moi-même, qui avons fondé cette revue en ligne, avons pensé qu'on en était beaucoup plus réactive à utiliser le support numérique parce que, effectivement, on va beaucoup plus vite, on publie beaucoup plus rapidement, on n'a pas toutes les étapes éditoriales classiques d'une revue papier et on est en mesure de présenter des commentaires, des analyses à nos lecteurs qui sont beaucoup plus récents que d'autres revues trimestrielles qui, par exemple, vont effectivement regrouper des arrêts ou des chroniques, mais qui datent déjà de 3, 4, voire 6 mois parfois. Et donc, on estime qu'on est plus réactive. Voilà. Exact. Alors, Luc Maillot, ici, sur votre site, évoque la possibilité de s'informer de manière amusante. Alors, finalement, est-ce que le droit des assurances pourrait être divertissant, du coup? Ah oui, alors Luc Maillot nous a préfacé notre site, puisque c'est notre ancien directeur de thèse, effectivement. Donc, il nous a fait l'amitié de la préfacer. Le droit des assurances, oui, ça peut être amusant, parce que finalement, ça concerne un peu la vie de tous les jours, les accidents de la vie, etc. Même si ce n'est pas amusant, les accidents de la vie, eh bien, il y a quand même des hypothèses qui, parfois, effectivement, peuvent prêter sourire. Et puis, le fait de pouvoir cliquer, c'est plus ludique, effectivement, que de tourner des feuilles. On peut ne lire qu'un seul article directement en cliquant, par un simple clic. Donc, ça répond vraiment aux techniques d'aujourd'hui. Bien. Voilà, nous n'avons plus qu'à inciter nos spectateurs à faire un clic sur actuassurance.com. Voilà. Quant à nous, merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro du magazine de la FDV.